Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois une championne. Et je te l'ai dit en amont, Asma, je te dis rapidement, je vais te faire une intro. Pour moi, t'es la championne qui montre qu'on peut commencer un sport à 20 ans et devenir championne dedans. Corrige-moi si je me trompe. Non, tu te trompes pas. Déjà, merci pour cette invitation. Contente d'être dans la tête d'un CEO et pour partager D'une CEO. D'une CEO, bien sûr. Et oui, bah voilà, c'est. Qu'est-ce que On t'as va parler commencé des à 20 ans, ouais. hors sentiers battus, quoi. Non, mais c'est ça qui est ouf. En fait, quand je regardais ton parcours, je me disais, mais la question que je voulais absolument te poser, je vais te la poser là, mais je te la reposerai plus tard. Mais il n'y a plus rien dans ta tête où tu te dis, c'est pas possible. Genre, t'as pété ce plafond de verre de te dire tout est accessible aujourd'hui, si tu t'en donnes les moyens. Alors, c'est vrai que mon expérience, c'est le meilleur ancrage. Alors, on connaît l'ancrage, ce que c'est. C'est vraiment un impact qui. Enfin, ouais, je me suis prouvé quelque chose, déjà à moi, Ouais, bien sûr. avant que ça soit les autres. Donc forcément, ça va être un ancrage. Si j'ai des difficultés, je sais que tout ce parcours fait que attends, t'as traversé par là, hors sentier battu, t'as construit quelque chose. Donc dès que maintenant je suis entrepreneur et que je reçois certaines choses ou des messages ou quelque chose qui est difficile, je sais que j'avais construit quelque chose à bras le corps. Ouais, bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que ne me réponds pas, mais je suis sûr et certain que tu continues à chercher des situations où tu repousses tes limites et où tu te dis, est-ce que je peux vraiment y arriver? Et en fait, tu y arrives. C'est une discussion que j'ai eue avec ma mère il n'y a pas si longtemps parce qu'elle me dit oui, alors parce que c'est vrai que bon, il y a une partie où j'étais chez les pompiers, donc j'avais la sécurité de l'emploi, tout ça militaire, et puis ma mère forcément c'est l'ancienne génération où pour elle si je suis fonctionnaire c'est bien, si j'ai un salaire tous les mois dans une boîte où j'ai signé CDI c'est bien. La sécurité. La sécurité et des fois voilà, elles peuvent dire peut-être des petits messages un peu piquants ou des choses comme ça, mais en réalité c'est très bienveillant et c'est parce qu'elle montre son amour de cette manière, parce qu'elle a peur tout simplement et que l'entrepreneuriat pour elle c'est quelque chose qui est dans l'inconnu et c'est que voilà, elle a toujours été employée, ça l'arrive, hein. Et la sécurité de l'emploi et finalement en fait c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit maman, je pense sincèrement que moi je suis une éternelle à chercher des problèmes et à les régler, c'est-à-dire que j'aime bien les problèmes. C'est-à-dire que si j'ai pas de problème, je suis pas dans le sens problème. Chier, quoi. Oui, j'ai besoin de régler des situations. En fait, c'est pas les Donner problèmes, du sens. c'est le comment trouver des solutions à des problèmes impossibles ou des solutions à hors sentier battu. Il y a pas de route là. Comment on fait pour construire un pont? Enfin, en fait, en réalité, j'ai toujours fait ça. Et c'est quelque chose qui m'anime, je crois que je suis plus passionnée par ça que le reste. Et pour moi, c'est un lien parfait avec l'entrepreneuriat. Tu vas nous en parler. Déjà, je suis obligé de faire une parenthèse. Je parle rarement de moi, mais là, je veux parler de WOM. Hier, j'étais avec ma sœur et on a fait toute une analyse. Et la peur drive beaucoup de choses, en gros, chez les gens. Et c'est-à-dire, quand je dis beaucoup de choses, c'est que tu peux passer à l'action, mais tu peux aussi te mettre beaucoup d'œillères sur des situations, d'où l'intérêt d'intellectualiser, et revenir sur des situations. Bref, je ne suis pas le sujet de cette conversation. Asma ou Esme, for the Moroccan listening to us. Bon, présente-toi, s'il te plaît, après cette intro un peu bordélique, mais bon, beaucoup d'engouement pour ce podcast. Donc ouais, qui es-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Asma Nyang, comme on entend Asma Maroc, Nyang Sénégal. Un carrefour de plein d'origines et de cultures, aussi de culture richesse. française et richesse. Je suis arrivée à l'âge de 11 ans en France. Je suis née à Mohamedia. Aïe, représente 212. Ma maman, elle est origine de Oujda. Donc voilà, et puis bon, ma maman divorce, ma mère, elle décide de partir en France. Et elle n'avait pas le choix, on va dire. Et une séparation de nous, donc elle n'a pas eu le choix de nous récupérer. Donc on a vécu avec notre père pendant toute cette période et ma mère, elle nous a récupérés finalement en France. Et donc attends, de 0 à 11, t'étais au Maroc voilà, avec ton père, tu veux dire? Voilà. D'accord, ok. Et il s'avère que lorsque je suis arrivée dans une école francophone, tout simplement. Je parlais pas du tout français parce que mon père était un peu anti-système parlait français. Ouais, au Maroc? Oui. Et alors qu'il parlait pas arabe, lui? Ou pas? Si, arabe. Si, il parlait arabe parce que bon, il a fait des grandes études, donc il était dans la politique, tout ça, par rapport à son métier, et donc pour lui, c'était l'arabe et rien du tout. Okay. Donc c'est d'où souvent les Marocains
parle pas autant que ça de l'arabe littéraire, il parle darija, moi je parlais l'arabe. Ouais, le Donc c'était dialecte. pas parce que darija il est mélangé avec plein de berbères, français, espagnol, il y a tout dedans, c'est un milkshake. Sauf que là nous c'était la langue arabe et qu'il fallait qu'elle soit apprise. Donc lorsque je suis arrivée, en plus la langue arabe elle était très difficile à apprendre, donc a une grammaire très très riche, une langue très très riche. Donc Comment t'as appris? Comment t'as appris le français, si tu te souviens? À l'école francophone. Ah ouais, mais hormis ça, il y a eu des choses pour rattraper en retard? Non, pas du tout. Tu t'adaptes. École, arrête-moi si grand, dans le 93, les abeilles, école francophone, où j'avais des potes portugais à droite, un indien, un pakistanais, un congolais, on était tous pareils, Ok. en galère de la langue de Molière. Démerde-toi. Et c'était, vas-y. Et spoiler, t'as écrit un bouquin. Ouais, puis non, mais après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été fascinée. Alors, je sais pas, ça me vient d'où, par le verbe. Alors, pourquoi je m'exprime quand je dis ça? J'ai toujours aimé l'art oratoire, en fait. Je sais pas, j'ai toujours... Enfin, dès qu'il y avait des films ou des choses où il y avait des pièces de théâtre, je sais pas. J'ai toujours été fascinée par ça. Par l'expression. Par l'expression. Parler, en fait. Tout simplement. S'exprimer, le théâtre, voilà. T'en as fait? Non, pas vraiment. Mais t'es sensible. Mais je suis très sensible, oui. Ok. Et il s'avère que, on va dire, barrière de la langue. Et je suis arrivée au bout de 1 an. Alors, il fallait, voilà, juste 1 année, et, à peu près 1 an, voilà, pour me retrouver dans un collège. Donc, imaginez, voilà, j'étais vraiment la plaidarde, quoi, celle qui, voilà. Et il faut y savoir que je suis dyslexique. Ok. Alors, sachant que je ne sais pas si tu connais la dyslexie, ce n'est pas cérébral, c'est les gènes. Ça vient des chromosomes, il y a des gènes. Ok, c'est héréditaire? Oui, c'est héréditaire. Oui, les gens ils pensent que c'est cérébral, ça n'a rien à voir. Je savais pas du tout, ok. Pas du tout, c'est la dyslexie, elle est liée aux gènes. Ok. Donc peut-être quelqu'un de ma famille qui a ça. Mon grand-père, ma mère, je sais pas. Ok. Qui est dyslexique. Et bon, il y a plusieurs dyslexies. Moi, vraiment, t'as une phrase, je vois la fin avant le début. Enfin voilà, alors, j'avais du mal avec le français, je suis dyslexique. Donc, imagine l'école, comment c'était. Sauf que je pense qu'il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était de savoir... alors moi, j'étais quelqu'un de très curieuse, mais excessive, maladive. Vraiment très curieuse. Donc tu voulais tout savoir? Vraiment. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu me parles d'un sujet... C'est toi qui devrais faire mon job, en fait. Alors, en fait, non, alors j'avais des obsessions. Je sais pas, je pouvais faire une obsession sur un sujet. C'est-à-dire que la prof, elle me mettait à me parler d'un sujet. Et moi, tant que j'ai pas creusé sur le sujet, je peux y aller. Enfin, j'avais une obsession de ça, en fait. Et donc, voilà. Et donc, je pense que ça a aidé mon parcours énormément, cette obsession du savoir. Voilà. Je pense que c'est ce qui m'a aidé le plus. T'as fait plein de sports? Oui. C'est aussi ça la curiosité? Oui, parce que, on va dire, j'étais bonne. J'avais tous les enfants, ils ont un talent. Moi, c'était celui-là. J'ai l'expression du corps. En fait, un enfant qui est sportif et qui comprend vite, il a une intelligence corporelle. Il y a plusieurs intelligences. Et en fait, en France, on a du mal à comprendre ça dans l'éducation nationale. C'est comme les Allemands ou les pays voisins. Ils collent ça comme les maths. T'es bon en français, t'es bon en maths, c'est pareil. T'es bon en sciences, t'es bon en sport, c'est pareil. T'es bon en histoire. Parce qu'en fait, le fait de avoir une information dans un sport et un enfant l'exécute vite, c'est-à-dire que son cognitif, il arrive à comprendre vite l'exercice, il arrive à l'exécuter. Et en réalité, ce qu'il fait, il en a plus besoin que toutes les matières qu'il fait. Parce qu'en fait, tu utilises le sport tous les jours, plus qu'à moins que tu sois dans une chaise roulante ou enfin vraiment un handicap sévère où tu ne bouges pas, tu es alité. Mais aujourd'hui, le corps, l'expression du corps de ce qu'il fait, et ben en fait, tu l'utilises plus que toutes les matières en réalité. Et donc en fait, c'est une matière qui doit être en fait tellement haute en fait tellement célébrée, vraiment. Je trouve ça, et c'est pour ça qu'en France on a du mal avec le sport, parce qu'en fait on met pas cet impact que c'est vital et que c'est important. C'est pour ça qu'on a autant de sédentaires. On est le pays le plus sédentaire d'Europe. À ce point? Okay. Oui, on est le pays le plus sédentaire d'Europe. Les gens bougent pas, quoi. Voilà, il y a une personne sur 2 peut-être qui est sédentaire. Ah ouais. Ouais. Juste savoir, avant tes 11 ans, du sport au Maroc? Oui, alors le sport de Maroc, il est pas dans le sens, comment dirais-je, comment je pourrais dire Fais gaffe, il y a des Marocains qui nous regardent, j'en suis sûr. Non, mais c'est pas question de ça. C'est que question que tout le monde est sportif. Enfin,
les Marocains, au Maroc, ils sont 6 fois à 10 fois plus sportifs que le Français moyen. Ok. Parce que tout le monde fait du sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. C'est-à-dire qu'il y en a, mais ce que je veux dire, on va pas aller chercher les structures pour faire du sport. Moi, je vois des papis faire des deep squats avec sa gel là-bas, en train de faire de la mobilité, du yoga, il le sait pas, sur la plage. Ouais, il met même Il pas est le 6 mot heures du dessus. matin. Ouais, ok. Et que ce soit au Sénégal, c'est pareil, les petits s'endorment. En fait, il y a encore cette vie en Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, que les enfants jouent. Alors moi, j'ai passé ma vie à faire du sport parce que j'ai passé ma vie à sauter, à nager, à grimper les arbres. Enfin voilà, et il y a eu tout cet univers où c'est plus dans ce sens-là, en fait, on est tous sportifs au Maroc. Ok, on bouge plus, quoi. Tu dis. C'est pour ça que le potentiel humain en sport là-bas, il est juste incroyable. Il y a un truc, je sais que le temps file, il y a une chose en fait vers laquelle je tends, et je te la pose direct, j'aimerais, si je suis bon, on va essayer ensemble d'intellectualiser. À quel moment tu t'es dit que le sport, tu voulais... Je pense qu'il y a une chose de jouer et une chose d'en faire un métier. Tu nous as toujours pas donné ton palmarès, on peut parler de Tokyo, on peut parler de Rio. Je crois qu'en plus, avant ça, t'es quand même... je sais il y a au moins 2 disciplines dans lesquelles tu es championne, Ouais. mais qui ne sont même pas donc le judo. Oui. Vas-y, raconte-moi un petit peu. Et en fait, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un truc à un moment? Alors, moi, le sport, voilà, ça m'a toujours habité, comme je l'ai toujours dit plusieurs fois. En fait, le sport, enfin les sportifs, pour moi, dans notre société, c'est les seuls adultes qui jouent encore. Et moi, j'ai toujours aimé le jeu. En fait, pour moi, aujourd'hui, je le vois bien, les athlètes de haut niveau, c'est des rares rêveurs. Ils rêvent. Putain, tu m'as ôté le mot de la bouche. Quand tu dis fait, j'ai joué, pour moi, c'est encore avoir des rêves, quoi. Voilà. Et en fait, je voyais les adultes rêver, parce que normalement, les petits, ça rêve, et ça, voilà, il y a tout cet univers-là, mais dès qu'il y a des adultes, ça devient chiant, en fait. Et là, je vois que les athlètes, ils continuent à jouer et à rêver de l'impossible, et qu'il y a cet univers. Donc je dis, moi, je veux devenir ça. Et je me rends compte que les adultes sautent, je sais pas, grimpent, ils font des choses que les enfants font. Mais bon, après, il y a des chronomètres, c'est qui est le meilleur, comme ce qu'on faisait quand on était petit. Mais en réalité, c'est un jeu. Et en fait, j'ai jamais ôté ça de ma tête, moi, j'ai toujours joué. Et je pense que c'est cette notion de la vraie définition du sport qui m'a emmené à faire des choses extraordinaires au final, parce que je me suis jamais pris au sérieux au début. Je voulais toujours jouer. En fait, c'était au-delà de être championne. En fait, non. C'était, je veux jouer jusqu'au bout et le plus tard possible. C'est quoi jouer pour toi? Jouer, pour moi, c'est faire quelque chose que t'aimes, et même quand tu l'apprends, tu le fais en jouant. C'est-à-dire que, comme les animaux, en fait, et moi, en fait, j'ai passé une partie, là, je continue même à le faire avec ce que je fais aujourd'hui, à apprendre, et il n'y a rien qui est chiant. Alors c'est vrai que le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé, c'est un sport tellement extrêmement difficile, le judo. Okay. Donc on va pas parler de sport santé, mais il y avait quand même il y avait le jeu quand même, il y avait du jeu. Mais est-ce que le jeu, c'est de t'améliorer, et il y a évidemment l'aspect compétitif, mais il y a aussi, bon, je le spoil, tu le dis dans d'autres interviews, mais il y a te prouver à toi-même que tu peux être la meilleure dans tous ces sports-là. Et c'est un jeu, je veux dire, c'est pas un objectif en mode avec une épée de Damoclès ou je sais qu'il y en a beaucoup, les parents qui les traumatisent parfois ou quoi. Toi, c'était un kiff. Alors moi, j'ai une définition propre qui est pas du tout moi, je me le suis inventée. Je pense que jouer, c'est la meilleure façon d'apprendre tout en humilité. Et en fait, quand cette phrase, elle m'était venue, et en fait, en vrai, oui, parce que c'est-à-dire que même quand tu perds, tu sais que tu joues, et donc en fait, tu te dis, bon, c'était un jeu, et on continue, et en fait, t'as pas ce truc chargé d'ego, le pouvoir, et donc, c'est vrai qu'on peut être happé très vite à vouloir être le premier, et j'étais happé aussi. J'étais aussi happé à être la meilleure, parce qu'en réalité, mon coach, un jour, il m'a dit, t'es championne du monde, t'es championne olympique, mais personne le sait. Il n'y a que toi. Est-ce que t'es championne olympique? Question incroyable. Alors on dit ça à Nadal. Allez, tout le monde est champion, mais personne ne le sait. Aujourd'hui, je peux te dire à toi, t'es l'homme le plus riche, mais personne ne le sait. Tu me diras, ok, ça me va. Entrepreneur, ça me va. Mais c'est différent. C'est pas la même reconnaissance. C'est pas la même reconnaissance. L'athlète, en réalité, ça va au-delà de l'aspect pécunier, financier, tout ça. Jamais un Nadal, il a couru après des millions. Hein. C'est pas ça. Hein. Lui, c'est chaque set, il fallait qu'il soit bon. Et ça va au-delà de ça. Et l'argent, il venait avec.
mais c'est vouloir être le meilleur. Et en fait, j'ai compris par la suite que ça va au-delà de vouloir être le meilleur. Et c'est là où ça s'approche, ceux qui ont fait un parcours atypique comme moi, ou ceux qui ont gagné. On est en fait moi, par exemple, je suis pas 10 fois championne du monde. J'ai pas un palmarès de dingue par rapport à des grands, à Teddy Riner, tout ça. Mais là où on va s'approcher, c'est là où en fait un très grand champion qui m'a dit ça aux Jeux Olympiques, qu'on n'était pas si très éloigné. C'est lorsqu'en fait tu as un athlète qui a un parcours complètement biscornu et atypique, qui arrive à ce niveau-là et avec ce qu'il a. Et donc en fait, en termes de mindset, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que en fait, souvent quand je parle à des champions, mais vraiment très très haut, je me retrouve très très vite. Parce qu'on a des athlètes de niveau, il y en a beaucoup. Il y en a énormément en réalité. Mais il y en a, pourquoi ils font la différence, et ou par leur parcours, ou par leur médaille. Moi, eux, je les mets un peu à la même hauteur en fait. Ceux qui ont, il y en a certains qui, qui sont partis chercher, il y a rien eu de conventionnel. Enfin, moi je dis dans mon livre, j'ai dû couper beaucoup d'oignons pour aller aux Jeux Olympiques. Ça, c'est une punchline que je lâche, et c'est vrai. Parce que moi, on m'a pas donné la chance pour aller en sport-études. On n'a pas fait confiance à mon talent, à mon génie. On m'a dit, non, toi, c'est manuel, t'es échec scolaire, va en cuisine. Allez, va-t'en. Ah, t'as fait et en fait, j'ai pas réussi à aller en sport-études parce que toutes mes copines sont parties en sport-études. Et moi, j'étais punie parce que j'avais pas la note qu'il fallait. Parce qu'il fallait avoir une grande note à l'époque pour pouvoir être à l'aise et faire du sport-études. Donc, on m'a privé de ça. Et donc, finalement, j'ai dit OK. Et comment j'ai fait pour transformer ça? C'est-à-dire qu'il y avait deux choix à ce moment-là, à 16 ans. C'était où, ils ne veulent pas de moi, comme la plupart des gens y penseraient. Va faire ton CAPEP, va être embauché en cuisine, et puis voilà, fais ta vie. Sauf que moi, en fait, j'ai décidé d'utiliser cet outil pour aller au jeu. Donc, j'ai fait 4 ans de cuisine, tout ça. Et en fait, j'ai réussi à ramasser plein de choses que j'ai appris. Et je suis persuadée que le passage en cuisine, c'est ce qui m'a aidé à être une athlète olympique et faire partie du top 5 mondial. Et c'est ça, en fait, c'est comment réussir à choper toutes les informations et tout ce que tu as dans le moment, et pour que ça te serve. Et réussir à mettre ce rêve de côté, parce que si tu es là-bas et tu arrives à l'exprimer, oh, je coupe des oignons, je fais ça parce que je vais aller au jeu, le regard de l'autre, il peut être très violent. Et te renvoie une réalité. Sauf que moi, je ne l'ai pas exposé. Et je savais où j'allais. J'étais persuadée que j'allais le réussir plus tard. Mais par contre, je faisais bien les choses. Donc je me suis dit, aie bien ton diplôme, ton CAP, BEP, ton bac pro, fais bien les choses là pour qu'après ça te serve. Et en réalité, la cuisine m'a servi pourquoi? Pour les pompiers. Parce que c'était un milieu patriarcal. Et comme c'était un milieu patriarcal, j'ai réussi à m'intégrer dans un milieu masculin. Ta place. Et donc, c'est ce qui m'a aidé quand je suis arrivée chez les pompiers à connaître un peu ce milieu militarisé. Et puis même au judo, de l'adversité. Voilà, exactement. Okay. J'ai une mini question, on va pas faire long. Est-ce que selon toi, le bonheur est corrélé au rêve et les gens les plus heureux, les adultes les plus heureux sont ceux qui jouent encore, peu importe d'un point de vue pro comme perso? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le beau bonheur, parce que en réalité, c'est pas linéaire. En fait, le bonheur, ça vient, ça part. Après, je pense que c'est les adultes. Alors moi, la sensation, je parle vraiment pour moi, c'est une sensation d'apaisement. C'est-à-dire que j'ai un apaisement profond d'avoir choisi. On est très peu dans le monde, et vraiment en France, je sais pas le statistique, de vivre, d'aimer ce qu'on fait. Et voilà, et d'être parti jusqu'au bout. Je sais pas, le statistique est très très faible. Prenez une pièce de 1000 personnes, et une fois j'étais en conférence, et je sais pas, il y avait combien de mains qui se sont levées. Vraiment, ils sont partis jusqu'au bout de leur rêve, vraiment jusqu'au bout. Et ça, on le voit, partez dans une maison de retraite, essayez de parler aux gens, est-ce que vraiment ils ont... ça doit faire froid dans le dos. Voilà, et ça c'est important en fait, de savoir ça en fait. Et... tu veux pas avoir de regrets en fait. Oui. Impossible. Et puis après, moi j'ai toujours été happé par les Américains. En fait, moi j'ai 41 ans, et en fait je ne pouvais pas m'inspirer de français, tout ça, parce que j'avais personne à m'identifier, vraiment pas beaucoup. Sauf que moi je trouve que les Américains, les Afro-Américains, c'était quelque chose d'incroyable. C'était un mindset, c'était l'autre qui raconte, qui sort de Brooklyn, l'autre. Et puis j'écoutais des histoires, il y avait des choses à l'époque sur Dailymotion, je regardais des films. Puis des films, et puis je regardais des films, je trouvais que
l'humilité. En fait, en réalité, les anglo-saxons, ils ont été en humilité beaucoup plus que nous, dans le sens où ils montrent leurs fêlures, ils montrent leur vulnérabilité. Ils sont capables de venir et te dire, et c'est pour ça que ça marche dans le storytelling, ils sont capables de dire, bon, bah voilà, ma mère, elle a eu ça, mon père a eu ça, moi, subi ça, mais... Et en fait, ils offrent quelque chose, au moins, tu dis, ah bah ouais, c'est-à-dire que toi, t'as vu un truc malheureux, bah tiens, moi aussi, ah, c'est-à-dire que toi, t'as réussi. C'est-à-dire que si tu me montres pas ça, comment moi, je peux m'identifier? En France, on a passé notre vie à pas le montrer. Juste maintenant, aujourd'hui, parce que on a commencé à s'ouvrir, mais je vois, il y a 10-15 ans, on offrait, et que même les personnes, là je parle vraiment de, par exemple, tout ce qui est identifié, je vais m'identifier aux gens de la diaspora, quelque chose qui me ressemble. Ils commencent à le faire, mais à l'époque, les chanteurs, tout ça, il y avait personne qui osait faire ça, parler vraiment de ses fissures. Ouais, on voit même dans le tennis, c'est nouveau là qu'on parle de santé mentale, Oui, voilà. de burn-out. Et là, je pense que c'est une transmission, pouvoir laisser ça, et c'est pour ça que mon livre, il me tient à cœur. Donne-moi le titre. À bras le corps. Si tu reviens sur le podcast, j'ai lancé un petit clin d'œil. J'ai dit à bras le corps dans une phrase. Et je l'ai pas capté. Ah merde. Parce que pour que les gens comprennent, j'essayais de deviner avant. Elle m'a dit t'inquiète, je vais te le dire dans le podcast parce que malheureusement je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Je voulais juste rebondir sur une chose. Thierry Henry, Titi. Ouais, bon, déjà, la première des choses, c'est que, en gros, j'y pensais déjà avant. Je voulais te poser une question, je vais revenir là-dessus. Mais là, il l'a toujours dit, moi, je suis pas arrogant. Si je te dis que cette balle, elle arrive comme ça et qu'il n'y a pas de souci, je te la mets en lucarne, c'est parce que je connais mes capacités. Mais est-ce que je peux te faire 5 passements de jambes et ensuite, bon, peut-être qu'il peut le faire, mais on va dire des gestes à la Ronaldinho, non. Donc, c'est pas de l'arrogance, c'est savoir ce dans quoi il est bon et ce qu'il sait faire et ce qu'il sait pas faire. Par contre, il a aussi raconté dans un podcast que toute son enfance et en fait toute sa carrière pro, il était en dépression. Pourquoi ? Parce que elle est incroyable. Enfin, même cette histoire de son père qui lui dit ouais, t'as marqué 6 buts, mais t'as loupé 2 occasions. Et lui, il va rester focus sur ces 2 occasions. Est-ce que tu perds pas le jeu ? Est-ce que, tu vois, le plaisir ? Après, il faut savoir que les athlètes de niveau, très, très haut niveau, c'est un terrain névrose. Je ne pense pas qu'on puisse, à moins que d'être vraiment très très bien entouré et qu'on a quelqu'un qui s'occupe de soi. De ça, il y a les 4 piliers, technique, tactique, prépa physique, il y a la prépa mentale. C'est un pilier qui est très important. Si on l'enlève, le château de cartes tombe. Et aujourd'hui, on a vu que la préparation mentale, justement, des acteurs comme moi qui viennent et qui aident, ou des psychologues, Teddy, il a la même psychologue depuis ses 13 ans. 13-14 ans, donc c'est simple. Donc toute sa carrière, toutes ses 10 titres de champion du monde, il les a fait en étant accompagné de sa psychologue en fait, et qui parle pas que de sport, qui l'aide au quotidien. Donc c'est quelque chose qui est super important. Maintenant, je pense sincèrement, les athlètes de niveau, c'est pas un terrain où il y a la santé mentale, elle doit être, voilà, c'est des avoir entre le vide plein, frustration, j'ai pas. Tu peux pas atteindre le top sans avoir de frustration. Voilà. C'est un moteur pour toi. Voilà. Et puis il y a aussi les gens extérieurs, quand on te renvoie. Donc si t'es pas assez solide, vraiment de l'intérieur, et que comme tout est à l'intérieur et à l'extérieur, donc tu peux très bien être happé par l'extérieur, et bim. Et là, ça te fait comme plein de footballeurs, là on voit les meilleurs, mais il y a combien qu'ils ont ils ont voulu être en équipe de France. On parle pas d'eux. Et d'ailleurs, il y a je pense, un docu qui s'appelle Loser, et on voit tout cet univers de personnes qui... Il est dur, le nom du docu. Oui, mais en fait, en vrai, il est bien. Okay. Il sublime ça. Et en fait, tout ce lien-là, ça ressemble en fait au monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Là, on va y tendre juste avant ça. Raconte-moi juste le judo, s'il te plaît. Ça va, il nous reste 25 minutes, on a dit. Ouais. Attends, il est quelle heure exacte ? Ouais, il est 12h07. Ouais. C'est quoi la première fois où tu te dis et tu te regardes toi et toi-même ? D'ailleurs, est-ce que tu le dis aux gens ou est-ce que tu le dis que à toi-même, mon objectif ? Alors, est-ce que c'était Rio ? Est-ce que c'était encore avant ? Il y avait d'autres championnats ? Alors, comme je t'ai expliqué, il y avait cette période où j'étais très très jeune, où j'ai mis mon rêve dans un tiroir et j'en parlais plus. Pour pas qu'on me happe dans leur délire négatif, c'est pas possible, ou qu'on me happe dans leur délire à eux, parce que eux, c'est impossible pour eux. Donc, c'est ça en fait, les gens, ils zappent les autres. Et en fait, c'est l'histoire du monde, en fait. Ils reflètent leur peur. Ouais. Voilà, et en fait, on est happé, et donc on dit, peut-être qu'il a raison, sauf que lui, en fait, il est en train de juste déverser sa peur à lui, il happe l'autre. Et donc voilà, comme on est des êtres sociaux. Et donc moi, j'ai
arrêté complètement de parler de ça. Et finalement, il y a eu les sapeurs-pompiers de Paris, donc c'est incroyable. Hein. Tu as passé combien de temps? 10 ans. 10 ans. Donc voilà, c'était pratiquement les premières femmes. Elles sont arrivées en 2002-2003. Moi, j'arrivais en 2005-2006. Okay. Donc milieu patriarcal, bon, qui est très difficile. Et finalement, même ça a été, je pense, sans les pompiers, j'ai pas ce palmarès. Donc il y a eu des choses très très positives, que ça m'a apporté quelque chose de très positif. Et au final, voilà, j'étais persuadée qu'en prenant une décision exceptionnelle, il allait y avoir un résultat exceptionnel. À mes 29 ans, pratiquement 30 ans, je décide d'être vraiment athlète de niveau et partir au Maroc combattre. Parce que voilà, en France, je suis tellement autodidacte, enfin, on va jamais me laisser ma place. Et donc je décide à 29-30 ans, j'avais fait une médaille au championnat de France d'ailleurs, et l'année d'après, la suite... Parce que t'as combattu pour les sapeurs-pompiers en France, oui, au militaire, oui. Équipe de Okay. France, juste militaire. Pas Okay. civil, militaire. Après, j'étais partenaire, je faisais des médailles comme ça en France. Et là, décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Je suis persuadée que l'on ne peut pas atteindre un résultat exceptionnel sans décision exceptionnelle. Ça marche pas. C'est impossible. Franchement, celui qui a réussi à faire un truc exceptionnel sans prendre de risque exceptionnel ou de décision exceptionnelle, il faut me le faire venir. C'est à la hauteur, en fait. En fait, les jeux, c'est... il n'y a pas plus haut pour nous. C'est le Graal. Tu veux aller vraiment... C'est comme si tu veux aller à l'Himalaya. Voilà, tu vas aller au pic de l'Himalaya, ok? Sauf que tu connais l'ascension. Ouais. C'est une décision déjà dingue d'y aller. C'est-à-dire que tu vas pas y aller juste comme ça. Il faut que tu te mettes à la hauteur de cette montagne. Ouais. Donc c'est là un peu l'image, cette métaphore. C'est que les jeux, c'était là-haut. Il fallait que ma vie soit à la même hauteur. Mes décisions soient à la même hauteur. Mon risque. Donc c'est un peu, on connaît, hein, si les entrepreneurs nous écoutent, c'est un peu ça. Et dans ce mindset, c'est quoi le pire? Parce que souvent les gens voient la peur. Tu vois, je sais pas si c'est s'arrêter au premier étage sur les 500. Je sais pas s'il y a des étages, mais tu vois, quand tu gravis l'Himalaya, on va dire. Mais qu'est-ce qui est peut-être néfaste dans ta réflexion à ce moment-là? Où tu te dis, tu vois, t'as quoi à perdre à ce moment-là? Alors moi, je m'étais même pas posé la question. C'était décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Il n'y avait pas de peur, vraiment, à ce moment-là. Okay. Le seul peur, peut-être, je me suis dit, c'est le reflet des autres. Peut-être ma mère a dit, ah, ton salaire, t'en as plus. Les autres, comment tu vas manger? Ah, comment tu vas payer ceci? Mais c'est les autres, c'est pas C'était, toi. oui, les autres. Donc, ça me happait par moments, attention. Je dis pas que j'étais, ah, super. Non, ça me happait. Je m'inquiétais. Ah, putain, c'est vrai. Alors, je me suis dit, ah, non, je vais faire un peu de coaching. En fait, j'avais confiance de mes capacités à me trouver de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que la notion de l'argent, tout à l'heure, on en parlait. J'ai aucun tabou. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais eu une inquiétude de manquer. Et pourtant, des fois, je manquais. Mais j'ai toujours eu une capacité à fructifier mon argent parce que j'ai toujours été passionné de quelque chose. Et donc, en fait, je suis tellement pas focus sur l'argent que l'argent, il vient tout seul. T'as été dans le manque plus jeune ou toi, perso? Ah bah oui, alors vraiment, très très enfant, c'est quelque chose qui est ancrage. Des fois, on a manqué beaucoup d'argent, voilà, jusqu'à pas vraiment manger. Enfin, mais c'est pas ça la motivation de réussir derrière? Oui, alors moi, c'est vraiment, je pense... Non. Je pense sincèrement que l'argent n'a jamais été un focus, mais... c'est le secret que j'ai pour avoir de l'argent, c'est dès que je suis focus sur ce que je fais et je le fais bien, l'argent il vient tout seil. Et j'ai l'impression que tous les gens qui courent après l'argent, et à chaque fois j'ai des potes, ils me disent, ah ce moi je comprends pas, ils courent après. Je lui dis, bon, les gens ils cherchent des plans. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont ils sont là, ils ont des trucs entrepreneuriaux, enfin ils ont leur projet, ils ont tout, mais leur focus premier c'est l'argent. Dès lors, tu es focus beaucoup trop sur l'argent, ton plan la structure que tu veux mettre en place, l'entrepreneuriat, peu importe, elle va s'écrouler. Parce que tu es trop focus sur quelque chose où ça devient ton focus numéro 1. Et donc, si on voit bien tous les entrepreneurs qui sont partis de bas, je parle pas de ceux qui ont la cuillère dans l'âge, et qui ont réussi, vraiment, ils ont tous un point commun. C'est ils ont été passionnés par un truc, ils les a happés, tellement happés que l'argent est venu. Okay. C'est pas ils sont levés le matin, argent, comment je fais de l'argent? Mais non. Ça peut être aussi un moteur, mais attention à pas se tromper. Et souvent, les entrepreneurs, c'est cette erreur qu'ils font. C'est vouloir s'enrichir très vite avant l'heure. Pourquoi t'entreprends, toi? Moi, transmission. Je suis happé par ça tellement.
J'aime tellement ça. Tu fais plus de thunes aujourd'hui ou quand tu étais encore judoka? De toute façon, j'étais judoka il n'y a pas très très longtemps. Je suis arrêté il y a plus de 2 mois, donc c'était pas hier. C'était vraiment hier, je veux dire. Et attends, mini parenthèse d'ailleurs, vu qu'on parle d'argent, les JO, c'est comment? Donc là, tu te retrouves, c'est les 16 meilleurs, c'est ça? Donc Rio, je fais dans le top 16, Tokyo dans le top 16 aussi, j'étais. Ok. Et enfin, c'est les 18, mais moi j'étais dans le top 16. Et Paris, c'était pareil. Et puis, c'est vrai que c'est une Olympiade, on parlait très très vite, c'est une Olympiade très très difficile parce qu'au lieu de 4 ans, on n'en a eu que 3 ans, avec les 5 ans avec le Covid. Mhm. Je me suis fait opérer du genou, un ménisque, et il restait pratiquement un an et demi avant d'y aller. Et j'ai eu un peu des difficultés aussi avec ma fédération, des conflits. Je pense aussi le fait de mon âge. Bon, il y a eu des choses qui n'ont pas été très simples. Ok, là Et tu parles pour les Oui, JO. Ok. oui, de Paris. Et donc finalement, je me suis trouvé que ma place, elle était dans la transmission. Et voilà, la finalité, c'était le livre, je pense, de cette Olympiade. C'était que je puisse pendre à bras le corps. Ok. Et donc, je pense que c'était ça ma médaille olympique. Mais revenir, je sais plus c'était quoi ta question. Déjà, savoir, tu gagnes combien Bah, en quand fait, tu fais une compétition comme les le JO? le judo, c'est simple. Puis, enfin, grâce à Poutine, pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est les judokas, je pense qu'ils l'apprécient un petit peu. Mais non. C'est eux qui a mis de l'argent. Si sans lui, il n'y a aucune thune dans le judo, parce que c'est lui qui a décidé de aligner de l'argent. Bon, ce serait bien qu'il ait un peu d'éthique sur d'autres choses. Ouais, Mais voilà, pas si voilà. on C'est dit lui qu'on qui a ferait pas de eu, parce politique qu'il ici. il était, comment dirais-je, il est ceinture, je pense Ouais, qu'il est il est, ceinture ouais. noire avec des dalles. Mais concrètement, excuse-moi, je t'embête. Après, dis-moi hein, si tu veux pas en parler aussi, même financièrement, on va pas parler d'un En fait, Teddy Riner qui a... non, mais un judoka, en fait, c'est simple, hein, ça peut gagner 200 € par mois, comme ça peut gagner 1000 €. Moi, je sais que c'est le judo, ça m'a jamais donné à manger, j'ai toujours travaillé à côté. Alors, c'est ça J'ai toujours travaillé chose, à côté. et on va J'étais clairement tendre vers ça. j'étais 5e mondial que je travaillais à côté. Mais Alors que- gagner, même être champion olympique, je veux dire le cachet d'être champion Ah, alors le olympique. championnat, ça dépend le pays, ça dépend où. Ah ouais. En fait, le paradoxe, Attends. le Ça paradoxe, dépend du pays. bah bien sûr que oui, c'est pas sur le podium qu'on gagne. Les championnats, il n'y a pas d'argent sur le podium. Les jeux ne payent personne, c'est le pays qui te paye. Donc demain, tu combats pour la France versus le Maroc ou le Sénégal. Je vais expliquer Ça aurait été je vais expliquer un truc super Ouais. simple. La France, c'est 60 000, peut-être qu'ils nous ont augmenté, mais c'est 60 000 balles. Ok. Avec les impôts, machin et tout. Enfin, En médaille d'or? médaille d'or. Ah ouais. Le Maroc, bon alors après c'est une hypocrisie. Le Maroc, c'est 200 000 €, mais, pour t'y arrives, t'as Donc, rien. Ah ouais. Donc il n'y a personne qui est champion. Voilà Ouais, le problème ok. de l'Afrique et pourquoi je me bats. Donnez moins, mais donnez l'argent, de la préparation, Un manque une de vraie, moyens et une de- vraie préparation. C'est pas juste que d'investissement, ouais. ah tiens, je t'envoie cette compétition-là. C'est le double projet, c'est une vraie structure. Et là, moi, je pense que le fait que je sois très, très engagée sur ce sujet, je suis une femme, je pense que ça va pas beaucoup plu. Et donc, je pense pas que je dois être bien vue là-dessus parce que Ouais. je continuerai à me battre. En plus de ça, aujourd'hui que j'ai fini ma carrière, alors j'ai plus rien à perdre. Alors là, ça va être, je vais taper dans la Mais fourmilière. même quand t'avais à perdre, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un qui Oui, n'attend pas alors qu'on moi, lui j'aime tende beaucoup ou la qu'on lui ouvre justice. la porte, tu vas l'enfoncer toi. Ouais, ouais, j'aime beaucoup la justice et je suis profondément pour que chaque être, on lui donne sa chance. Et quand je vois, j'ai des athlètes qui, aujourd'hui, dans mon équipe au Maroc, qui sont dans une précarité et que finalement, eux, ils partent pas au jeu. Il y en a, enfin, la plupart ne partent pas et qu'ils ont même pas le double projet. Et que si je retourne au Maroc et que je vois une des filles qui va vendre des assiettes ou je sais pas, enfin, je trouve ça super triste. Donc, or qu'on peut faire autrement. Aujourd'hui, il y a le budget pour faire autrement. Le Maroc, c'est une très très belle nation. Donc Grande des nation talents qui a gâchés des- par voilà. manque d'argent. C'est pas manque d'argent. C'est le d'investissement. potentiel humain de où il met. Je pense que l'argent, il est là. Parce que tout a été mis là. Il est pas placé au Voilà, bon endroit. voilà. Je pense que c'est les anciens, il faut qu'ils laissent vraiment la place du coup, pour le coup, à la jeunesse dans le management. Ok. Et tant que ça, souvent les fédérations, elles sont prises par des dinosaures qui sont là, qui chopent le truc, qui laissent pas de la jeunesse travailler. Donc moi, je vais essayer de faire de ménage de tout ça. Mais c'est encore une fois, enfin, pour moi, on retombe sur nos pieds, c'est aussi nos aînés. Et enfin, je suis marocain, donc je peux dire no, mais qui reflètent aussi une peur. Ils se disent pourquoi investir autant si derrière on sait qu'on va pas y arriver entre guillemets au Oui, JO. oui, J'ose oui. espérer que ça change avec ne serait-ce que la Coupe du Monde et les demi-finales Ouais, du bien Maroc. sûr, bien sûr. Je voulais parler d'une chose.
Donc, en gros, tu as toujours eu une activité à côté. Et je vais Toujours. tendre aujourd'hui vers ton activité. Tu vas parler de transmission. Je vais parler de santé mentale. Déjà, en fait, c'est 2 sujets, mais on va les rejoindre dedans. Le premier, c'est savoir si tu as toujours eu quelque chose et pourquoi. Est-ce que c'était un besoin de revenu? Mais du coup, je suis sûr que ça t'a nourri. Et de l'autre côté, est-ce que la santé mentale, tu as parlé des 4 piliers tout à l'heure. Attends, si j'ai bien entendu. Technique, tactique, mental et physique. Et c'est le plus important, le mental? Ou tu dirais que Non, tous, ils sont importants. Tous, ils sont ouais. importants. Tous, parce que, en fait, tous travaillent ensemble. Ok. Si physiquement t'es pas bien, tu le sais, enfin, le mental, tout travaille ensemble. Si t'as pas assez travaillé ta technique, bah, ton mental, il peut douter. Enfin, Ouais, ils ok. bossent tous ensemble, c'est fait ensemble. Répéter tes gammes. Après, maintenant, c'est vrai que j'ai eu des moments très, très difficiles qui. Après, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai rencontré un super entrepreneur, un grand groupe au Maroc, qui j'ai fait une intervention et qui a décidé de miser sur moi sur une année, qui m'a aidé un petit peu au niveau sponsor. Ok. Donc, tu as des gens exceptionnels comme ça, où je pouvais me consacrer que pour ça pendant un moment. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le double projet, donc j'ai toujours été là à faire plein de choses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais que ça, et là, je sens que j'ai une liberté, parce que j'étais happée tellement par le judo, que, en fait, en réalité, maintenant, j'ai une espèce de liberté, je sens. C'est une liberté. Ah ouais, là, je sens, ah bah oui, Putain, je il y a suis pas des libre. moments où tu te fais chier Ah un peu, non, toi? oh non, non, Non. non, 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 là, C'est- je sens que je... T'as des temps morts? Bah, justement, que maintenant, oui. Maintenant, Ok. voilà, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, formatrice, conférencière, mes patients, mes thérapies avec les patients. Et là, et l'accompagnement, et là, j'ai à un moment donné le temps pour moi. Et finalement, mon temps pour moi, c'était le sport. Et là, j'ai le temps de faire du sport santé, puis voir mes amis, faire des choses qu'avant, je n'avais pas de vie du tout. Ça a plus de sens aujourd'hui, la transmission, Complètement. pour toi? Plus que Complètement. le sport à l'époque et te Oui, oui, surpasser, oui. toi? Oui, oui, bah, voilà, c'est chaque chose dans son temps. J'avais besoin de toucher, le kinesthésique, d'entendre, de faire des choses pendant ce chemin pour pouvoir donner, mis à part les formations que j'ai fait pour J'allais dire, t'as clôturer ça. passé des diplômes aussi Bah, pour bien ça? sûr, bah oui, Ouais. mais j'étais alliée. En fait, je suis aussi ambassadrice du Socle. C'est un don un fonds de dotation international sur la santé mentale en France et à l'étranger. Ok. Et c'est là où je me suis formée, c'est faculté de psychologie, psychanalyse. Et donc c'est tout l'univers. Et en fait, en Maroc, on va ouvrir une école là-bas. Trop En cool. psychologie, psychanalyse, dont je vais être formatrice. Ok. Et voilà. Et c'est une structure qui a un centre de formation. Donc on a tous les universitaires aussi qui viennent se former là-bas. Et donc voilà. Donc je suis à fond dans la santé mentale et trouver c'est des recherches, des études, Quel des genre actions. de patient? T'accompagnes quel genre de patient? Moi, on vient me voir dans tout l'univers de la résilience. Parce que je me suis spécialisée dans ça. Mais bah, définis-moi, s'il te plaît, la résilience. Enfin, je le vois par mon prisme, mais dans certaines choses. Après, ben, c'est le père Boris Cyrulnik qui en parlera Ok. beaucoup plus que moi, en mieux. D'ailleurs, j'ai découvert très jeune à travers ça, à travers mon premier livre que je lis de lui, Merveilleux Malheur. Ok. T'es une grande lectrice juste à la base? Énormément, justement, Ok. parce que je pensais que si je lisais beaucoup, je ne serais plus dyslexique. Or que la dyslexie, c'est pour toujours. Bah, tout à l'heure, quand je t'ai demandé comment t'as appris le français, je voulais savoir est-ce qu'il y avait de la C'est lecture ça en fait. dedans aussi. Alors en Ouais. fait, voilà, je te souviens quand je te disais que j'avais des obsessions. Donc j'ai fait l'obsession de ce que j'avais parce que à l'école on me disait que j'étais dyslexique. Ouais. Donc je suis partie chercher sur la dyslexie et donc ça m'a emmené à penser qu'il fallait que je lise. Ok. Et dis-moi, excuse-moi, la résilience du coup. Donc avec Boris Cyrulnik, t'as découvert ça assez tôt. Même pour les personnes qui nous écoutent, les personnes qui voudraient potentiellement miser sur elle, c'est quoi le message? C'est quoi ce que t'as En fait, capté? tout simplement pour faire simple, c'est quelqu'un qui vient avec des traumas ou pas, des filures, qui a envie de se sublimer. Je suis un peu dans la direction d'Adler, c'est un ancien psy, différence de Freud, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ton milieu social, peu importe ce que tu as vécu, ton passé ne définit pas ton futur. Et pour pas que ça définisse ton futur, il y a la discipline que tu dois y mettre. Ok. Et en fait, c'est ce que tu fais, ce que tu es, c'est ce que tu mets tous les jours. C'est pas cet impact de ces mémoires, de cet inconscient, c'est ce que tu fais tous les jours qui définit ce que tu es. Donc tous tes entraînements de judo définissent plus qui tu es que Oui, les JO. voilà. Et t'as tout dit. Ok. Voilà.
Après, ça, une récompense. Et Une voilà. consécration. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je suis, définit pas tout simplement tout ce que je mets en place chaque jour, définit pas tout simplement mon passé et mes moments. Voilà. C'est encore une Et fois. les patients, est-ce qu'ils viennent te voir parce que ils sont down ou au contraire parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent aller atteindre? Donc il y a deux choses. Il y a la préparation mentale et la psychologie. Donc je fais pas la même chose. Préparation mentale, c'est ce que justement pour atteindre un objectif et on reste là-dessus. Surtout ce qui est l'univers voilà, des simulations, ancrage, PNL, ça peut être sophro, ça peut être tout l'univers pour... moi je dis toujours la préparation mentale, ça reste le phare en pleine tempête, c'est réussir à atteindre son objectif tout en apprenant à se connaître déjà de base. Et pour atteindre et sublimer la psychologie, on peut aller chercher, on peut aller creuser, on peut aller réveiller certaines choses et on est prêt pour ça et ça prend du temps. Ok. Donc voilà. Et- Voilà. Non mais ok, très clair. Moi je pose une des questions comme ça à mes invités. Je dis que l'entrepreneuriat pour beaucoup de personnes requiert de la folie. Sauf que moi je trouve que la folie est une chose positive. Tu l'as dit, hein, à non, à objectif exceptionnel, décision exceptionnelle. Bon, je l'ai peut-être pas bien dit, mais tu l'as dit mieux que moi. La question, c'est est-ce que tu as un trauma, toi, qu'aujourd'hui tu as embrassé? Un trauma qui t'est arrivé plus jeune, qui fait qui tu es aujourd'hui? Ah, j'ai envie de te dire, il faut que tu lises mon livre, alors dans ce cas-là. Donc c'était peut-être raison pourquoi aussi j'ai écrit mon livre. Sinon, je pense pas que j'aurais mis tout ça en plume. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je suis fondatrice de Kintsugi People. Je pense que je suis un sublime Kintsugi. Kin, ça veut dire or, tsuki, fissure. Et donc voilà, c'est l'objet qui se casse et ce qui se recolle avec de l'or. Ça, je pense qu'il faudra un autre podcast pour en parler, parce que c'est bientôt fini. Écoute, Mais je prends en tout note. cas, oui, ouais, évidemment que j'ai embrassé tous Toutes tes ces mots. blessures, ok. Mais en fait, c'est éternel et c'est ça. C'est que la résilience n'est jamais éternelle. C'est le petit courage de chaque matin de travailler sur soi. Et c'est ce que je fais. Et surtout que j'accompagne et les métiers aujourd'hui dans le coaching, dans la psychologie, du moment qu'on accompagne quelqu'un, on a une responsabilité. Étymologie, répondre d'eux. Mhm. Et donc on se doit dans l'obligation de travailler sur soi parce qu'on a des vies à accompagner et en fait on ne doit pas faire de transfert. Donc on a un métier à risque. Et donc comme on a un métier à risque, il faut travailler sur Conscient soi de pour tous mieux. tes biais, Voilà, de tout responsabilité à fond. Ok. Du coup, je vais presque terminer. Je vais te poser mes questions du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères heureuse au quotidien? Waouh, c'est une belle question. Moi, je dirais 7. Très bien. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche au quotidien? 10. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point... c'est difficile, mais j'allais dire ton job. Mais je vais dire ton quotidien, tellement tu as plusieurs jobs, tu as plusieurs casquettes qui changent. Mais ouais, ton quotidien t'apporte du sens dans ta vie. À quel point... ouais, 10. full sens. Full sens. Et à quel point ce même quotidien te demande de l'effort ou est difficile au quotidien? 10. Ok, et ben, c'est un peu ma dernière question dans tout ça, c'est si t'avais pas été championne de judo, et si aujourd'hui, en gros, si tu n'étais pas psychopraticienne, qu'est-ce que tu serais ou qu'est-ce que tu ferais? Je pense un truc dans l'univers de... Alors, il y a les médecins sans frontières, mais... bon, j'aurais pas fait médecine, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose dans l'aide humanitaire. Ok. Et moi, j'ai cette question sur ce livre que j'ai pas encore lu, mais que j'espère avoir le plaisir de lire. Je vais le lire, évidemment. Est-ce qu'il s'adresse à Asma qui a 11-12 ans? Est-ce que t'as fait ça pour toi? On a beaucoup parlé de justice ou d'injustice. En fait, je vais finir avec une citation, je suis parce que nous sommes. Donc en réalité, si je l'ai fait pour moi, c'est que je l'ai fait pour les autres. Donc Ok. en fait, on est tous voilà, un pour moi. C'est-à-dire que mon regard et ce que j'ai envie de transmettre, c'est forcément qu'il y a l'autre. Et même si l'autre ne me ressemble pas au final, mes idées, tout ça, ça reste quand même un humain en face. Donc ouais, je pense que c'est ça. C'est je suis parce que nous sommes, donc je m'adresse peut-être aussi à moi, mais aux autres. Donc tout Et- va en sens. Et le mini parallèle, c'est ça, si c'est pas ce bouquin, est-ce qu'il y a... On a parlé de personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a eu une sorte de modèle qui t'a dit un jour, bah ouais, c'est possible en fait?
de miser sur soi et de croire. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle les belles rencontres. J'en parle beaucoup. Genre, j'ai eu beaucoup de belles rencontres, en fait, finalement. Et je me suis toujours posé la question pourquoi j'ai eu ces belles rencontres. Parce qu'en fait, finalement, c'est parce que moi, j'ai été happée par certains sujets et que j'ai rencontré les gens qui partaient dans ma direction. C'est-à-dire que j'ai toujours eu autour de moi des personnes, comme j'ai grandi avec les livres de Boris Cyrulnik que j'ai réussi à rencontrer plus tard. Et le pourquoi, c'est parce que, en fait, j'étais happée par cet univers, moi. Donc, en fait, c'est pour ça que l'importance des rencontres magiques, et ça c'est quelque chose que j'appuie dessus. En fait, on ne peut rencontrer que les gens et au final de ce qui est au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire que de ce qu'on nous on recherche. C'est-à-dire que si on est happé par certaines choses et qu'on part dans une direction et on rencontre ces gens, c'est parce qu'en fait finalement c'est nous qui recherchons ces gens-là. Okay. Et moi toute ma vie elle était happée que par des gens qui sont dans le mindset spirituel, alignement. Et ils m'ont nourri, et parce que moi, je partais dans cette direction, finalement. Et c'est pour ça que j'ai eu on ne peut pas réussir seul, c'est grâce à tous ces gens-là, juste une phrase, un mot, quelque chose, et qui fait qu'ils m'ont construit. Et donc c'est pour ça que je parle de richesse, et je pense que pour moi, c'est la définition de la richesse que j'ai eue. J'ai eu que des merveilleuses personnes autour de moi, autour de ma vie, que ce soit chez les pompiers, certaines personnes, si elles n'étaient pas là, ben voilà, j'aurais pas eu cette carrière. Au judo, c'est pareil. En cuisine, c'est pareil. J'ai toujours eu des rencontres extraordinaires et magiques. Et je pense qu'on ne les voit pas parce qu'on n'est pas forcément des fois focus. Donc, il se passe toujours quelque chose pour pouvoir rencontrer ces belles personnes. C'est que la phrase qu'il faut se dire, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Peut-être cette belle personne, on peut la rencontrer dans le métro un matin. Et peut-être que cette belle personne, elle est dans notre famille depuis toujours. Et en fait, d'être focus sur ces belles personnes qui peuvent nous accompagner, en fait, tout simplement. Je bois les paroles. Après, j'ai aussi envie de dire, il faut être conscient. Dis-moi si je me trompe, il faut avoir les yeux ouverts. Par moments, on parlait des peurs, etc. Bah, ces rencontres, si on n'est pas disposé à les voir, on les fera jamais, malheureusement. C'est pour ça qu'il se passe toujours quelque chose. Okay. C'est donc dans la rue, quand on se balade, il se passe toujours quelque chose. Et dans le quelque chose, c'est le ici, maintenant, ce moment. C'est-à-dire qu'on est tellement happé sur plein de choses qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Et c'est lui qui est vraiment dans le focus, et il trouve ses trésors. On n'a juste pas parlé de ton petit passage de 10 ans chez les pompiers, mais si tu peux me parler d'un truc qui t'a marqué. Je vais pas te dire dans la globalité la résilience ou quoi, mais est-ce qu'il y a eu un événement, un truc où... Je pense que sur le niveau que j'ai été un peu sociologue là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes, et des hommes dans tous les milieux, voilà, c'est une mini-société. Et je pense que ça m'a appris à plus connaître en fait l'humain, en fait, tout simplement. Ça m'a... T'es fan de l'humain? Oui, énormément. On est d'accord. Même dans son côté le plus sombre. Donc c'est très bizarre. Des fois, on doit envie d'analyser son côté sombre. Oui, je suis capable de faire un débat avec des gens que les gens trouveront horribles. Ok. Je suis capable, juste pour comprendre, en fait. Et souvent... ça cache quelque chose, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, j'ai envie de travailler dans ce qui est criminologie. Continuer mes études. C'est ok. Donc, voilà. Je pense que voilà, c'est ce qui m'a plus fasciné. C'est de ce que j'ai appris sur l'humain, en fait. Bon, on va arrêter de déborder. Bon, un grand merci, Esma. Merci pour ce partage d'expérience. Moi, j'aime bien terminer, mais c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Moi, je dis un grand merde, mais je dirais aussi, croyez en vous, quoi. Genre, vraiment... c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que je vais rentrer chez moi et ça me hype aussi, je sais pas comment dire, mais j'ai envie de bosser là, tu vois, et de me dire let's go. Donc franchement, misez tout sur vous, un grand merde, et c'est à toi que je te laisse le mot de la fin pour t'adresser à notre audience. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Des fois, souvent, on dit ouais, on n'a qu'une vie, tout ça, enfin tout ce blabla. Moi, je dis plutôt le contraire, on a plusieurs vies, on peut avoir plusieurs vies, mais on n'a qu'une mort. Et donc, en réalité, moi, j'aime bien cet inverse plutôt. Donc, vivez pleinement vos vies, même si elles sont biscornues, atypiques, hors sentier battu, et si elles doivent se transformer, mais aussi savoir qu'on n'a qu'une mort en réalité. C'est plutôt le contraire. Donc, savourez pleinement ces plusieurs vies, et puis pour peut-être un jour expirer une dernière fois en paix. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Un grand merci. Magnifique.